Donc merci à toutes et à tous d'être là parmi nous aujourd'hui. On a un public mélangé. On va voir que c'est une conférence qui est organisée par la Société d'économie politique d'EDF ou de la CPME, de ce que font en profondeur ces instances qui sont particulièrement importantes pour vous et pour votre avenir, et surtout la collaboration avec ces instances. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin d'un dialogue et d'une réflexion commune pour pouvoir justement avancer et mieux comprendre cette nouvelle génération, ce marché de l'emploi et créer des rencontres. C'est donc l'objectif aujourd'hui au travers des différentes questions qu'on va poser. N'hésitez pas, on vous laissera la parole. N'hésitez pas à poser des questions que vous souhaitez pour nourrir le débat et justement enrichir cette discussion. Vous êtes aussi acteur de cette conférence. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Nicolas Millet. Donc je suis très heureux, au nom de la SEPL et de son président Philippe Huet, qui est en mission professionnelle à Dubaï, de vous accueillir ce soir et donc d'accueillir également nos deux intervenants, Gilles Courtex et Franck Maurice, qui vont prendre tout de suite la parole pour évoquer ce sujet, c'est-à-dire le sujet du devenir de l'activité, du travail, des métiers possibles, des métiers attirants au niveau de la métropole de Lyon. Voilà. Peut-être Gilles. Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, bien sûr, je suis président du MEDEF Lyon-Rhône, mais avant tout, je suis entrepreneur dans le secteur donc de la construction, de l'immobilier et de la gestion immobilière. Parce que pour être président d'un syndicat patronal, il faut aussi être entrepreneur avant tout. Voilà. Donc je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Marie-Christine le disait tout à l'heure, il y aura un jeu de questions-réponses. J'aimerais que vous soyez très participatifs, n'hésitez pas. Questionnez-nous, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Et au contraire, profitez-en. Au niveau du devenir, c'est très difficile. Première question, c'est qu'est-ce qu'on va devenir? Alors moi, je vous ferai une première réponse. Si j'ai le choix de prendre la place de n'importe lequel d'entre vous et vous prendre la mienne, j'accepte tout de suite. Ça, c'est une première réponse pour moi. Parce qu'en fait, l'avenir vous appartient. Vous avez tout à faire, tout à découvrir. Et puis après, je dirais que deuxième paramètre, votre avenir, il va vous appartenir parce que c'est la force et la conviction que vous mettrez dans votre parcours qui fera votre parcours. Donc vous allez avoir aussi un rôle majeur à jouer dans cet avenir. Et aussi cette valeur du travail, de l'effort, de la résilience, de la pugnacité. Donc je dirais que il n'y a pas de mauvaise période, il n'y a pas de bonne période. Quand on arrive dans une période compliquée, eh ben, ça nous forge, ça nous rend plus forts. Et puis moi, je trouve que cette jeunesse, votre jeunesse, elle est brillante. Alors bien sûr, vous zappez, vous allez très vite. Quand vous faites un entretien, il faut arriver à vous dire, sur une génération Z, en 2 minutes, les 5 thèmes qui vous intéressent. Au-delà de 2 minutes, vous avez décroché, vous êtes passé à autre chose. Sur aussi les thèmes de recrutement, on parle, il faut que ce soit plutôt dans l'environnemental, c'est-à-dire il faut que ce soit RSE aussi, il faut qu'il y ait un bon salaire. Et c'est marrant parce que le bon salaire, c'est quand même le facteur numéro 1. Et puis je voudrais vous dire à quel point ce sujet m'intéresse en tant que président du MEDEF. Quand j'ai été élu, avec mon bureau, on a travaillé sur les thèmes qui nous intéressaient pour le mandat. Et la jeunesse est arrivée en premier. Donc, je suis dans ma 4e année de mandat. Et la jeunesse a été le sujet numéro 1 choisi par mon bureau et moi-même. Par cela, on organise un événement. On l'a organisé il n'y a pas très longtemps, ça match. On a reçu quand même 1300 jeunes. On a des actions envers la jeunesse, notamment des jeunes entrepreneurs, des start-upers. Et puis, on a des actions aussi envers la jeunesse vis-à-vis de l'inclusion et d'aider ces jeunes qui sont des fois dans des milieux qui ne sont pas favorisés. Voilà, donc c'est vraiment un sujet fort de mon mandat.
qui m'intéresse. On est jeune dans sa tête, et puis aussi la jeunesse, ça dure pas. C'est pas une qualité. Tous là, tous les quatre, on a eu le même âge que vous. Et aujourd'hui, on a tous un âge différent. Donc, mais par contre, l'avenir vous appartient, ça je le redis. Voilà. Donc, je vais laisser la parole, je pense, sur cette introduction. Je vais laisser la parole à mon ami Franck. Merci Gilles, merci. C'est bien de rappeler mon ami et c'est bien de dire qu'effectivement, au bout de 30 secondes, merci de m'avoir rappelé ça, ils vont vite décrocher, donc on va essayer d'être assez laconique et pertinent. C'est important que, d'abord, merci pour votre invitation. Et c'est important qu'on puisse, ici, l'un à côté de l'autre, vous raconter quand même notre engagement à nous, parce que je pense que ce soir, on va parler énormément d'engagement pour une cause qui nous est particulièrement chère, à travers des organisations patronales très complémentaires, le MEDEF d'une part, la CPME d'autre part. Moi, je suis effectivement président de la CPME et je suis devenu petit entrepreneur, même si ça n'est surtout pas péjoratif dans ma bouche, puisque j'ai pu racheter au nom des valeurs qui m'habitaient, celles de l'agriculture, de la paysannerie. J'ai pu racheter la dernière laiterie indépendante du Vercors avec un sens à mon aventure entrepreneur. Bref, je pense qu'il est important que ce soir, avec vous, on puisse parler de sens, d'aventure entrepreneuriale qui nous permet de nous réaliser et qui se traduit, nous, ici. Alors, c'est assez unique, hein, il faut qu'on vous le dise quand même sur le territoire lyonnais, que vous en soyez conscients. C'est la complémentarité entre nos deux organisations. D'ailleurs, certains, caricaturalement, iront dire que le MEDEF représente les grandes entreprises et la CPME représente les petites. C'est pas tout à fait ça à Lyon. Le MEDEF représente aussi les petites entreprises et nous comptons de belles PME et de belles ETI. Néanmoins, on ne sera jamais assez nombreux pour faire entendre une cause qui nous est chère et que je voudrais partager avec vous, c'est la cause de l'entrepreneuriat. Nos organisations, ça ne vous parle pas, MEDEF, CPME, elles peuvent vous paraître assez poussiéreuses. Et pourtant, au-delà des institutions, notre quotidien, à nous, ici ou là, partout, je vais vous citer quelques exemples d'actualité aujourd'hui, qui consistent par exemple à négocier avec le gouvernement sur le fameux projet de loi de finances qui va dicter notre quotidien et nos lendemains, comment ça va se traduire en termes d'impôts sur nos entreprises, en termes de prélèvements obligatoires, en termes de réduction des normes pour libérer nos énergies. Nous, entrepreneurs et collaborateurs, persuadés qu'on a tout à construire. Pour répondre à votre question, effectivement, qu'allons-nous devenir ? Je suis convaincu d'une chose, c'est que nos entrepreneurs, ils sont 4 millions en France. 4 millions d'entrepreneurs, 98% d'entre eux, et je suis persuadé que cette information-là, on la dispense à l'IAE, comptent moins de 20 salariés. C'est la spécificité de l'économie française. Elle est faite effectivement de ce qu'on appelle des TPE, des très petites entreprises, à la tête desquelles on va trouver les héros dont, j'espère, vous ferez partie demain. Les héros, ce sont les derniers qui ont risqué leur avoir, leurs économies, pour embrasser une cause. On en a plein des causes à embrasser aujourd'hui, compte tenu des multicrises, des métacrises, etc., des métamorphoses aujourd'hui qui sont les nôtres. La seule réponse, pour moi, me semble-t-il, pertinente pour répondre aux grands enjeux et aux grands défis qui sont les nôtres demain, c'est la cause entrepreneuriale. C'est celle qui fait que tous les deux, on se bat partout pour la préserver. Parce que c'est la solution à tous nos maux. Nos entrepreneurs, pour répondre à votre question, seront ce qu'ils feront. Ils ne sont pas, eux, dans l'incantation, dans l'indignation sur les réseaux sociaux. Grand bien leur face. Ils sont dans le faire, plus que dans le commentaire. Ils font leur quotidien. Ils font leur lendemain et vous les ferez, c'est tout l'enjeu de ce type, l'intérêt de ce type de réunion, vous les ferez engagés que vous devrez être, parce que l'engagement, c'est un devoir aujourd'hui pour relever ces défis, et engagez-vous dans l'entreprise, j'ai envie de dire d'abord dans la PME, où vous avez davantage d'opportunités de vous réaliser, de vous émanciper, engagez-vous pour relever les défis. Je pense que nulle part ailleurs, vous aurez d'autres possibilités que de vous réaliser, que de créer de la richesse et d'inventer votre lendemain.
Ça va. Oui, donc on va rebondir sur cette première séquence qui, me semble-t-il, a insisté sur deux mots, c'est le sens et l'engagement. Et vous, souvent, et à juste titre, vous souhaitez que dans les activités que vous allez avoir ou que vous avez déjà eues, il y ait du sens. Et la question, c'est qui est le premier ? Il faut s'engager pour trouver du sens ou déjà obtenir du sens pour ensuite s'engager ? Petite question comme ça à nos deux hôtes. Oui, vas-y. Mais j'ai envie de dire, ne cherchez pas le sens par l'intermédiaire d'autres. Trouvez-le en entreprenant. Moi, nos adhérents, nos entrepreneurs, ils l'ont trouvé le sens à leur existence. Vous savez, étymologiquement, ce que signifie le mot entreprendre, ça veut dire prendre entre ses mains. Qui mieux que cela pour avoir épousé cette cause, entreprendre pour surmonter un défi, résoudre un problème, et on en a tellement des problèmes, ça explique le nombre colossal de créations d'entreprises aujourd'hui, qu'ils l'ont trouvé, cette quête de sens. Ils sont dans le faire. Et je vous invite à réfléchir à ça, plutôt que d'attendre que le sens puisse vous tomber du ciel, de je ne sais quel état-providence, de je ne sais quel leader d'une entreprise, surtout d'une très grande entreprise, dans laquelle vous allez être confronté à des process, une véritable inertie qui va nier votre aspiration à la liberté et votre sens des responsabilités. Si vous devez vous assumer en termes de responsabilité et de liberté, c'est des mots qui me sont chers, faites-le en entreprenant. Entreprenant, c'est pas forcément créer ou reprendre une entreprise. On est entrepreneur au sein d'une entreprise. Et on peut le faire, me semble-t-il, plus facilement dans une PME. Mais ce sens-là, cette quête de sens-là, elle vous est accessible, me semble-t-il, au sein de l'entreprise. N'attendez rien des autres. Et en plus, je pense que le sens, au même titre que le bonheur, c'est suffisamment intime, intimiste, pour que vous ne l'attendiez de personne. Ce sens, il vous est propre, il vous est cher. Voilà, réalisez-le. Je parlerai pas tout à fait de sens, mais plutôt d'arriver à se connaître. On n'est jamais aussi bon quand on fait ce qu'on a envie de faire et ce qui nous plaît. Donc je trouve que pour vous tous, l'objectif déjà, c'est de savoir, on est tous faits pour quelque chose, on a tous des talents différents, c'est arriver à trouver son talent, arriver à le déceler. C'est là aussi que nos entreprises ont un rôle aussi à jouer, nos managers, en disant, ben voilà, ce garçon, cette fille, il est plutôt là, il va plutôt s'épanouir. Et trouvez-vous dans votre engagement un plaisir à le faire, un plaisir à travailler. Ceux qui aiment faire du sport, si je leur dis, allez faire du sport, pour eux, c'est pas une obligation, c'est un plaisir. Alors, je ne vais pas dire qu'on a du plaisir, on trouve tous le plaisir en travaillant. Mais par contre, quand on fait ce qu'on a envie de faire, quand on fait quelque chose qui nous passionne, quand on fait quelque chose où on peut grandir aussi, on peut prendre des responsabilités, et ben, quand on a cette passion, c'est beaucoup plus facile que de se lever tous les matins et de se dire, ben, il faut encore que j'y aille, quoi. Moi, dans ma vie d'entrepreneur, j'y serais pas arrivé. Si j'avais pas eu cette passion que j'ai eue de faire mon métier, voilà. Et je l'ai pas trouvé tout de suite. Moi, c'est un peu par obligation, mais après, j'y ai pris goût. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas forcément ça peut venir un petit peu après. Et je trouve qu'on a un rôle, et là au niveau de l'éducation aussi nationale, des gens qui vous entourent, ils ont un rôle à jouer, c'est d'arriver à détecter, voilà. Moi j'ai 2 petits-enfants, j'en ai un, c'est une tronche. Lui c'est maths, sciences, physique, il est en prépa, 20 de moyenne, il avait 20 de moyenne au lycée, bon bah allez, c'est son truc. Par contre, j'ai une petite fille, elle est plutôt dans le côté artistique. Elle s'adapte très vite. Elle sent les gens.
Et donc, je discutais avec mes enfants et je dis, mais elle, on va pas, faut pas lui faire des maths, ça sert à rien. L'autre fois, elle me fait un dessin, elle dessine une robe, c'était déjà pour moi, c'était très bien, quoi. Je lui ai dit, mais dis donc, t'as fait ça? Elle m'a dit, oui, papy, j'adore faire ça et tout. Donc voilà, il faut déceler ces qualités. Donc, et ensuite, quand on les a trouvées, ben aussi, c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est allié à ça. On n'a pas de réussite, on retire pas de plaisir sans travail. C'est comme un sportif de haut niveau. Quand vous voyez regardez par exemple la différence que vous avez. Vous avez un sportif de haut niveau, vous le voyez, il fait un 100 mètres. Quand on dit Usain Bolt qui a marqué le 100 mètres, on le voit courir, on dit mais c'est facile. Il court, il fait un chrono exceptionnel. Mais par contre, derrière ce chrono qui dure pas longtemps, 9 secondes et quelques, eh ben, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'heures d'engagement, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de résilience. Donc le message aussi que je voudrais en même temps, à travers ce choix qu'ils vont faire d'orientation, c'est qu'il faut s'engager, et ça veut dire s'engager pleinement et travailler. Puisque quand ils seront dans une entreprise, quand on reçoit un jeune et on sent qu'il a cette volonté, on a envie de le faire grandir. Et c'est un vrai retour pour nous, de voir quelqu'un rentrer, évoluer dans une entreprise, franchir les échelons, même si à un moment donné il nous quitte parce qu'on n'a pas forcément de poste à lui offrir, eh ben c'est un vrai retour. Par contre, si on a quelqu'un qui est pas, voilà, on sent il a peut-être de plus grandes capacités que les autres, mais il ne s'engage pas. Et celui-là, il peut rester toujours au même niveau. Il ne grandira pas dans la société. Voilà. Non, mais on va y arriver. Voilà, c'est la ténacité, c'est important aussi. Alors, c'est intéressant parce que les jeunes qui sont dans cette salle sont des jeunes qui sont en BMA. Nos étudiants ont un temps d'engagement à faire, finalement, de bénévolat, alors qui peut prendre plusieurs formes, comme la présence ce soir à cette conférence, ou comme s'engager dans des associations qui ont été référencées, bien sûr, en amont, pour faire un certain nombre d'heures. Ils sont donc en licence, pour faire un certain nombre d'heures et déjà s'engager, faire un acte d'engagement et de bénévolat, et c'est particulièrement fort. Et ça m'amène aussi à... Est-ce que les entreprises sont sensibles aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'elles sont sensibles, certes, au diplôme, mais aussi au parcours que peuvent avoir les jeunes, par exemple, dans des associations, dans de l'engagement, que ce soit sportif, bénévole? Est-ce que vous pensez, comment vous le ressentez dans les entreprises que vous représentez? Est-ce que ça compte, finalement, cet engagement? Je pense que, contrairement à il y a quelques années, et compte tenu à la fois de l'évolution de la courbe démographique et de la pénurie de compétences, qui est le quotidien quand même des entrepreneurs en France aujourd'hui, la pyramide elle est complètement inversée. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, vous êtes, vous allez vendre vos compétences plus que chercher un travail qui vous sera proposé. De l'autre côté, nous, on va être en quête de différence. Je pense que tout ce qui sera différent, ta petite fille, avec son esprit créatif, qui crée sa robe, je pense qu'elle peut s'épanouir demain dans une entreprise bien différente que le seul secteur du textile ou de la mode. Ce sont des regards différents qui nous sont importants pour ensemble, collectivement, dans une entreprise, faire ce pas de côté, regarder cette réalité ou cette pseudo-réalité, parce que c'est qu'une question de représentation, regarder cette réalité différemment pour proposer justement quelque chose de différent. Je pense que l'enjeu pour nos entreprises, pour sortir finalement du contexte dans lequel on se vautre aujourd'hui, c'est de faire différemment, de faire ensemble différemment. Donc, soyez fiers d'être différents. 2, comme l'a dit Gilles, et c'est bien qu'on se dise cette vérité-là ici, le travail reste pour nous une valeur sûre. Le travail, contrairement à ce qu'on prétend, ou on a essayé de vous faire entendre,
dans sa définition latine, c'est tripalium en latin, la torture. Vous imaginez ? La torture. Le travail, croyez-moi, et on l'a vu dans la révélation de beaucoup, que ce soit aux Jeux Olympiques, à force d'abnégation, de travail. On l'a vu au World Skills, où on a eu la Coupe du Monde des métiers. On voit bien que le travail va être essentiel pour nous. Ce travail-là, croyez-moi, alors, tout de suite, on est d'accord, ça ne vaut pas pour tous les jobs. Moi, je conçois très bien qu'on ne puisse pas s'épanouir au travail toute une vie durant au pied d'une chaîne. En revanche, et d'où l'intérêt d'ailleurs, et d'où la chance que vous avez, contrairement à nous, de pouvoir changer de travail. Continuer à apprendre, parce que là, finalement, la vie, ça n'est pas autre chose qu'un apprentissage. Changer, je sais bien que nos adhérents s'en plaignent. Vous seriez instable. Vous seriez des consommateurs de travail. Épanouissez-vous, mais si vous devez changer, ne changez pas avant d'avoir considéré, d'avoir totalement appris. Faites le tour du sujet. C'est ce qui va vous construire aujourd'hui. Donc le travail, pour nous, c'est un facteur d'émancipation plus que d'aliénation. C'est ce qui doit vous permettre de vous réaliser au sein d'un collectif. C'est ça la vie. C'est ça la vie, ni plus ni moins. Donc la différence et le travail, ce sont déjà deux bonnes valeurs qui devraient vous permettre, outre le fait que c'est assez facile de trouver du travail, même si on doit aller au-delà de la rue qu'il faut traverser, aujourd'hui, c'est important que vous en soyez conscient. Alors, je reprends, pardon. Alors, moi, ça va assez vite. C'est-à-dire que quand j'ai des recrutements, j'ai donc une personne qui nous a rejoint il y a peu de temps, qui s'occupe donc des RH. Donc, j'ai fait beaucoup avant d'entretien direct. Moi, c'est au bout de 2 minutes. Je sais, au bout de 2 minutes, au moins, si je ne vais pas travailler avec cette personne. Je ne sais peut-être pas encore ce qu'on va pouvoir faire ensemble, mais quand je ressens quelque chose de négatif, je le ressens très très vite. Donc pour moi, il y a quelque chose qui passe lors d'une rencontre. Donc quand vous allez vous présenter, de votre personne, il va se dégager quelque chose qui est pas palpable. C'est une énergie ou une envie, un œil vif, un regard. On va se regarder les yeux dans les yeux. On va se serrer la main quand vous allez rentrer, on va se dire bonjour. Et tout ça, c'est des signes, pour moi, c'est des signes que je vais interpréter, je dirais, de manière inconsciente, mais qui vont me permettre déjà de me faire un jugement au bout de 2 minutes. Ça dure pas longtemps. Vous avez 2 minutes, vous arrivez à être concentré 2 minutes, et moi, en 2 minutes, je sais si je peux vous recruter ou pas. Donc, la façon dont vous allez vous comporter, votre personne, va être un choix pour moi qui est aujourd'hui de plus en plus important. On parle d'études. Je vais donner 2 cas chez moi qui sont arrivés. Quelqu'un qui était sur des machines dont tu parlais, en usine. Il avait fait à l'époque un BEP de tourneur-fraiseur. Et il était sur une machine, il fraisait des pièces et tout. Puis un jour, il est venu me trouver, et puis il m'a dit, il ne savait pas du tout ce que c'était. Moi, je voudrais bien travailler dans la construction. Nous, on monte des grues. Quand vous voyez des grues en ville, moi, c'est ce que je fais. On monte des grues, on arrive, on est en équipe, parce qu'un chantier, c'est une équipe. Et puis quand on s'en va, on laisse quelque chose qui va rester là pendant des dizaines d'années. Il nous a rejoints, aucune connaissance de la construction. C'est devenu un de mes meilleurs chefs de chantier cadre. Le meilleur. Et j'ai un deuxième exemple que je vais vous donner, qui aujourd'hui dirige l'entreprise sans aucune faveur. Il dirige une partie de nos activités dans la construction. C'est mon gendre. Mon gendre, quand il a rencontré ma fille, il était ostéopathe. Ostéopathe.
Voilà. Et bien aujourd'hui, il est directeur général d'une entreprise de construction. Et il ne connaissait rien au départ à la construction. Par contre, beaucoup de travail, une envie, puisque c'est quelque chose qui lui a toujours plu, la construction, ce métier-là. Et puis, un manager, il entraîne les autres, il a une énergie positive. Donc voilà deux exemples qui montrent que le comportement, et aujourd'hui de plus en plus d'entrepreneurs choisiront plutôt des candidats qui vont dégager quelque chose, avoir une force, dégager une force ou une envie, plutôt que quelqu'un qui peut être très capé, mais qui en fait va rien dégager de particulier. Donc c'est quelque chose c'est un vrai changement, hein. Un vrai changement. Parce que l'intelligence, elle se situe partout, hein. Vous avez l'intelligence du geste, vous avez l'intelligence du comportement, l'intelligence de l'adaptation, l'intelligence des études. Comme je dis aussi, je reviens à mon petit-fils, c'est une machine à enregistrer, lui, hein. Il lit un bouquin, il le lit 2 fois, un truc comme ça, il est presque capable de le répéter. Donc je lui ai dit un jour, mais il faut pas que tu deviennes un singe savant, hein, à être sur un tableau, à faire que des formules mathématiques. Il y a aussi la vie à côté. Et pour comparer, lui par contre, quand il est en milieu des fois avec d'autres personnes et sur quelque chose qu'il connaît pas, il a plus de difficultés à s'adapter à ça. Vous vous rendez compte? Alors qu'il il a une intelligence au-dessus de la moyenne. Donc, voilà. Il a une forme d'intelligence. Et il y a plein de formes d'intelligence. Donc, le matheux, c'est pas forcément le plus intelligent. Voilà. Et je peux vous citer aussi une anecdote. Je faisais une réunion et j'avais à côté de moi un bureau d'études, un ingénieur brillant, hein, mais qui me sortait toutes les normes, en fait. Et moi, j'avais un problème à régler sur mon chantier. Et à un moment donné, je le regarde et je lui dis « Attends, j'ai pas besoin que tu me cites toutes les normes. Si je veux les trouver, je vais les consulter directement sur Internet. Je vais les avoir, ces normes. Ce que je te demande, c'est qu'on réfléchisse ensemble à trouver une solution qu'on puisse accepter et où on puisse prendre une prise de risque, mais on la prend ensemble, qui soit acceptable. » Donc voilà un peu aussi une différence dans le comportement. Et ensuite, il a réfléchi, puisque comme il était intelligent, il a réfléchi, et après, il a travaillé différemment avec nous. Voilà. Alors, vous avez bien saisi le fait qu'au-delà des connaissances, des savoirs que vous êtes en train d'acquérir, il y a toute une autre dimension qui est attendue de votre part. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, mais c'est un peu galvaudé, me semble-t-il, les soft skills. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a la question d'organiser ses idées pour mettre celles qui paraissent les plus prioritaires devant l'interlocuteur, notamment au niveau de l'embauche. Il y a la question de l'éloquence, il y a la question du travail en équipe. Il y a d'autres questions très concrètes qui se font tous les jours dans les différents métiers. Et là, pour le coup, vous nous avez indiqué l'un et l'autre les attentes que vous aviez, ce que vous pouviez repérer, notamment lors des entretiens. Et ma question va porter sur les conseils que vous pourriez apporter à cette assemblée sur cette question des dimensions plus comportementales dans l'activité professionnelle. Moi, je pense que la vertu première, mais qui doit être propre à une vie bien pleine, c'est la prise de risque. Voilà. C'est sortir de sa zone de confort. Je pense que si on doit vivre pleinement, et c'est assez court, il faut qu'on ose. Voilà. Il faut qu'on ose être différent. Il faut qu'on ose faire différemment. Je pense que c'est comme ça qu'on va se réaliser. C'est comme ça, en plus doté d'outils de plus en plus numériques. Vous faites partie de cette génération, de cette première génération qui est totalement numérique aujourd'hui, de ces outils qui vous donnent un accès extraordinaire au savoir, ce qui fera la différence. En revanche, c'est le savoir-être, ce que tu disais, les soft skills, mais aussi
le savoir-faire, le risque que vous allez prendre dans le faire. Ne pas se contenter de rendre intelligible un problème, mais essayer de le résoudre et de le résoudre ensemble. Je pense que pour ceux qui vont oser, et ils seront, j'espère, de plus en plus nombreux, le monde leur appartiendra. Si on doit tous, et ça c'est notre job, reconnaître que, et c'est encore pas tout à fait acquis dans notre culture économique, reconnaître que l'échec est une possibilité. L'échec, il est effectivement inhérent au risque. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de risquer. Il est trop tard. Il est trop tard pour être pessimiste. Il est trop tard pour ne pas essayer de faire quelque chose de différent, réformer notre économie, la réhabiliter, qu'elle soit plus humanisée, plus décarbonée. Il va falloir qu'on ose, qu'on risque. Pour ça, il y a d'autres intrants. Il faudra du capital, des investissements. Mais il faudra surtout que certains d'entre vous, et j'espère la majorité, osent, risquent. Voilà, risquent. Vous deviendrez différents. Pour rebondir sur la différence, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fera la richesse, c'est ce qui fait votre richesse. Donc, bien sûr qu'il faut être différent. Imaginez qu'on soit tous pareils dans cette salle, on se taperait dessus au bout de 10 minutes. Hein. Donc, vaut mieux qu'on soit différent. Et puis ensuite, je trouve que pour l'entreprise aujourd'hui, votre choix aussi d'entreprise sera important. Il sera important. Pourquoi ? Parce que ça va être un peu le terreau, l'entreprise, l'endroit qui va vous permettre de vous épanouir, d'apprendre. Ça va commencer par de la confiance. Voilà, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Ça, vous devez aussi essayer de le sentir lors de vos entretiens. Comment il se passe, ce que vous ressentez. Écoutez ce que vous ressentez. Est-ce que vous sentez bien ? Est-ce que la personne avec qui vous échangez, quel ressenti vous avez, l'entreprise, vous rentrez dans les bureaux, quelle ambiance il y a dans cette entreprise? Est-ce que ça vous paraît chaleureux? Les gens ont l'air détendus, ou alors ils sont tous crispés, ou alors il y a plein de signes qui vont aussi arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour vous c'est important. Parce que si on vous met en confiance, et il le disait Franck, sans confiance on peut rien faire. Un exemple, vous jouez au golf. Vous faites un départ de trou, il y a de l'eau. Vous ne pensez qu'à une chose, c'est que vous dites, il ne faut surtout pas que j'aille dans l'eau. Vous allez dans l'eau. C'est-à-dire que le fait de penser de manière négative va faire qu'on va faire un acte qui va être négatif. La pensée, c'est ça. Et autour de nous, on a souvent des personnes, vous savez, quand vous osez, tu dis d'oser, d'entreprendre, de faire, vous faites du bénévolat, mais c'est super. Vous devez être content quand vous rendez service à des personnes, c'est gratifiant. Vous repartez, vous vous dites, j'ai servi à quelque chose. Et puis le regard de cette personne que j'ai aidée, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc c'est important, c'est important. Donc moi je dis, il faut une entreprise, il faut être dans une relation de confiance, de bienveillance pour que vous puissiez prendre des initiatives. Alors on ne va pas demander de dire je décide de tout, non. Mais dans ces entreprises-là, ça vous permet d'avancer et quelque part, le manager qui est à côté de vous, qui vous encadre, c'est la ceinture de sécurité. Il vous dit tu peux sauter mais... ou le parachute, là j'ai un parachute donc tu vas pas t'écraser par terre. Si vous avez un chef, pareil, quand vous entendez des gens crier, hurler, ça c'est pas bon, c'est un mauvais signe. Hein. Quand on hurle, c'est qu'on est dépassé de quelque chose. Ça c'est la première réaction. Donc les gens qui maîtrisent sont très calmes. Les gens qui maîtrisent pas, ils parlent très fort et ils hurlent. Et puis après, donc vous écoutez, vous. Entreprendre bien sûr, mais c'est difficile parce que dans un parcours, et pour témoigner de mon parcours, mais bien sûr que j'ai eu plein de moments où j'ai douté, mais heureusement qu'on doute, mais ça dure pas trop longtemps, mais on doute. Et ça veut dire qu'on a une sécurité là qui nous dit fais attention, est-ce que ce que tu entreprends va pas te mettre vraiment dans une grande difficulté? Et puis après, tu parles d'échec. Moi, j'ai eu un échec, mais
À un moment donné, j'ai voulu développer une autre activité qui n'a pas marché. Mais j'ai compris pourquoi ça n'avait pas marché. 10 ans après, j'ai refait autre chose, et là, ça a marché dans le même type d'activité. Parce que j'ai appris de mon erreur. Donc, on se nourrit de tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, que l'expérience. Et l'entreprise, on est là, on n'est pas là pour vous exploiter. On n'est pas là pour... on n'est pas des vampires pour vous dire, allez, non. Puisque le seul, pour moi, si vous devez retenir une chose de l'entreprise, je vous dis que l'entreprise, c'est la valeur, l'actif, le vrai actif, c'est l'actif des hommes et des femmes qui la composent. C'est une force, tu parlais de collective, c'est une force collective. Vous vous rendez compte que quand vous êtes tout seul, c'est plus difficile. Quand vous êtes avec des amis, où vous vous sentez en confiance et vous faites équipe, c'est beaucoup plus facile. Et là, les uns aident les autres. Donc voilà, cette force-là collective, quand on a fait l'événement, la double championne médaille d'argent d'épée a eu une médaille en individuel, et elle a eu une médaille aux Jeux Olympiques de Paris en équipe. Et vous savez ce qu'elle a dit, je ne sais pas si certains étaient présents, mais elle a dit quelque chose qui était vraiment important à mes yeux. J'ai 2 médailles, et celle pour laquelle j'ai le plus de plaisir, c'est la médaille collective. C'est pas l'individuel. Parce que tous ensemble, on a mené un combat et on y est arrivé. Et c'est ce qui permettra, et c'est ce qui permet aux entreprises et aux bonnes par rapport aux moyennes, par rapport aux moins bonnes, eh ben les bonnes PME, souvent vous sentez qu'il y a cette force. On est là, on est unis, on est ensemble, et ça nous permet de passer tous les problèmes, toutes les difficultés. Voilà. Alors, je voulais juste rebondir sur aussi le risque. C'est intéressant parce que la semaine dernière, on recevait l'événement de la CPME Métamorphose, où les PME de la CPME travaillaient sur leurs grands défis, l'IA, la finance, l'attractivité, les RH. Et j'ai eu une anecdote d'entrepreneurs qui ont participé. Donc on a travaillé ensemble sur cet événement, c'est un événement CPME, et nos étudiants ont collaboré, certains de nos enseignants, chercheurs aussi, et ils ont travaillé ensemble sur les défis, voilà. Et ça c'est important pour l'intergénérationnel, pour justement dialoguer ensemble et faire ces ponts. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est justement qu'il n'y ait pas de fossé entre les entreprises et les générations qui arrivent sur le marché du travail, mais qu'elles apprennent effectivement à avancer ensemble finalement. Et pour la petite histoire sur le risque, j'y reviens, c'est qu'il y a des étudiants, donc il y avait des entrepreneurs qui travaillaient, et puis voilà, en groupe sur un atelier, et il y a 4 étudiants qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait organisé avec Métamorphose, qui sont rentrés, qui ont dit « Ah, vous êtes des entreprises, oui, oui, on peut venir », et qui se sont greffés naturellement, des étudiants de l'IAE, qui se sont greffés naturellement à des ateliers, ce qui était totalement improbable, imprévu. Et ils étaient ravis, les entrepreneurs, et ils ont adoré l'état d'esprit de nos étudiants. Ces étudiants-là, bien sûr, étaient en train aussi de chercher des stages, hein, mais du coup, ça a été très bien perçu, en fait. Et les risques sont un peu partout, en fait, et c'est souvent des risques mesurés qui, au final, vont nous permettre d'avancer sur ces éléments-là. Une question peut-être un peu plus territoriale, on va dire, puisque la Société d'économie politique de Lyon travaille sur justement les acteurs du territoire et cette intergénérationnalité. Est-ce qu'il y a des spécificités d'entreprises sur le territoire de Lyon? Parce qu'en fait, 70%, la dernière enquête d'insertion chez nous a montré que 70% de nos étudiants travaillent sur la région Aura. Donc en fait, vous êtes en train de parler... Alors, il y a ceux qui créeront leur entreprise, parce que l'entrepreneuriat est très fort aussi chez nous. Il y a ceux qui créeront leur association ou qui partiront à l'international, parce qu'on a une forte proportion aussi de jeunes qui vont partir à l'international. Mais nous, on est très... voilà, soit c'est Aura, un peu, soit c'est l'international. Et donc, est-ce qu'il y a des spécificités sur notre territoire? Est-ce que Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a des particularités ou pas du tout? Moi, j'en donnerais volontiers 2, des spécificités. La première est liée à notre histoire, l'histoire de l'économie de la région. Nous sommes,
et nous n'en sommes pas peu fiers, et à mon avis c'est un terreau fertile sur lequel il faut construire notre avenir, la première région industrielle de France. Voilà. Cette industrie qu'on a sacrifiée à l'aune de la mondialisation, au prix de délocalisation, de notre classe moyenne sacrifiée en région Rhône-Alpes, encore, elle pèse en termes de PIB bien plus proportionnellement que dans toutes les autres régions. Vous connaissez l'industrie pharmaceutique, l'industrie mécanique, l'industrie aéronautique. Nous sommes la première région de sous-traitance aéronautique. C'est pas à Toulouse que ça se passe, ou pas qu'à Toulouse que ça se passe. Ça se passe en région. On a énormément, par exemple, de ce qu'on appelle, nous, de pôles de compétitivité. Nicolas connaît ça par cœur, ou des clusters dont on rabâche les oreilles. Bref, des espèces de grappes, de groupements qui travaillent en intelligence, notamment dans l'industrie. Ça, c'est précieux parce que cette industrie-là, qui était notre passé, elle est susceptible quand même de redevenir notre avenir au moment où une de nos priorités, c'est la souveraineté. Ne plus dépendre de ce que d'autres produiraient loin de chez nous, pour des questions culturelles, logistiques, financières, etc. Donc c'est un atout majeur, c'est un atout économique, mais c'est un atout social. La classe moyenne, qui nous fait tant défaut aujourd'hui en termes de cohésion sociale, était issue de l'industrie. On rémunère bien mieux nos collaborateurs dans l'industrie que dans la prestation de services. C'est une réalité. Et la deuxième, mais il y en a sûrement bien d'autres, moi qui ne suis pas lyonnais, quand je suis arrivé ici, je trouve qu'on a la culture du labeur. On parlait tout à l'heure du travail. On a affaire, mon grand-père disait, à des taiseux. Voilà. On a des faiseux et des taiseux. Ici, on fait sans le dire. Et je trouve qu'il y a une humilité extraordinaire qui nous fait être aussi différents, et c'est ce qui nous émule un peu, nous, Lyonnais, quand on doit se comparer ou à des Parisiens ou à des villes d'une taille similaire. Je trouve qu'on fait sans le dire et on fait ensemble. Ça, c'est un vrai savoir-faire qui a fait que cette ville, en l'espace de 20 ans, moi je suis là depuis une trentaine d'années, a été métamorphosée. En termes d'attractivité, on peut d'ailleurs en souffrir aujourd'hui, de la grandeur ou de la grosseur de cette ville qui va concentrer bien des mots en termes de mobilité, d'insalubrité, etc. Mais cette croissance-là, cette attractivité, on la doit quand même à notre industrie sur laquelle va se greffer, puisque c'est bien toujours autour de l'industrie que vont se greffer les services. Si on veut quand même simplifier, il faut savoir qu'en France, l'industrie, c'est 10% du PIB. Nous, on en est à 17% du PIB. Le reste, vous avez 10% de commerce, et le reste, ce sont des prestataires de services. Mais sans industrie, vous n'avez pas de prestataires de services, notamment l'industrie. Et c'est donc fondamental, c'est le terreau fertile sur lequel beaucoup d'entreprises ont pu se développer, avec cette âme d'entrepreneur, cet esprit entrepreneurial qui habite quand même nos habitants ici. Donc c'est deux valeurs que je retiendrai, même s'il y en a sûrement bien d'autres. On a la chance d'être sur un territoire, le département du Rhône, et plus globalement la région Rhône-Alpes, et puis bien sûr maintenant Aura. Mais pour simplement vous donner un petit chiffre, en termes d'activité, la région, c'est à peu près 12%, on va dire 11,5-12% de l'activité globale nationale. Dans cette région, le Rhône représente notre département et la métropole de Lyon 23-24%. C'est à peu près le chiffre. C'est dire la puissance économique du territoire. Quand on a réuni Rhône-Alpes et Auvergne, le Puy-de-Dôme, qui est le gros département de l'Auvergne, qui représentait 55% du poids économique à peu près de l'Auvergne, s'est retrouvé à la 7e place quand on a réuni
Rhône-Alpes et Auvergne. D'autres départements tels que l'Isère aussi, c'est un département qui est très économiquement qui est très fort. Les Savoies avec la vallée de l'Arve, Haute-Savoie. Je veux dire, on est vraiment dans une région qui a ses particularités et aussi d'avoir été... on est souvent en avance sur ce territoire. Je donne un exemple. Quand les travaux se sont faits sur la rue de la République, vous voyez la rue de la République à Lyon, vous voyez ces grands immeubles qu'on appelle des immeubles haussmanniens. Les entrepreneurs qui travaillaient à l'époque n'avaient pas d'assurance, n'avaient pas de couverture. Ils n'étaient pas garantis sur les risques d'accident de leurs ouvriers. Et ils ont eu l'idée de se réunir en montant un syndicat des entreprises du bâtiment de Lyon. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit on va tous cotiser et quand on aura un accident grave, on aura créé une caisse qui servira à payer ça. C'est le début de la création de la fédération du bâtiment. Et elle s'est créée à Lyon. On prend par exemple, prenez le cinéma, les Frères Lumière. Enfin, le cinéma, c'est mondial. On a créé aussi une compagnie d'assurance. Elle s'est créée à Lyon. On a eu l'idée de dire, voilà, on va la créer dans la foulée. Donc, je trouve qu'on a les véhicules avec Berlier, hein, voilà, les camions. On est toujours, on se pose beaucoup de questions et on est toujours en avance sur, je trouve, sur ces sujets. Et puis, dans un esprit, tu disais, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y en a qui en parlent trop et qui font rien. Voilà, on vit dans cette époque du paraître. On est sur les réseaux, donc plus on existe sur les réseaux, plus on existe. Il existe quoi? Qu'est-ce qu'on laisse? À part des traces, des images. Donc il faut des réseaux, mais aussi il faut qu'il y ait de l'action. Et comme tu le disais, on a cette façon de faire aujourd'hui de discrétion. Voilà, on a une façon de vivre. On fait ensemble. On essaye de trouver des solutions. Et puis aussi, on est aussi ouvert aux autres, puisque bon nombre d'entreprises et d'entrepreneurs ont des actions vers des associations. Donc, comme vous, quand vous faites du bénévolat. Donc, et celui qui le fait, si vous savez, celui qui le fait le plus, il ne va pas le crier sous les toits. Hein. Il ne le dit pas. Voilà. Parce que ça ne se dit pas, on le fait de manière discrète. Oui, merci. D'ailleurs, on a fait une conférence sur la philanthropie la semaine dernière avec la Fondation de France pour montrer à nos étudiants ce que c'est que la philanthropie. Alors, c'était pas forcément eux, mais ce que c'est que la philanthropie et le mécénat et comment les entreprises contribuent à la société civile et au bien commun, en fait. Et c'était particulièrement intéressant. On avait la Fondation ADECO qui était présente aux côtés de la Fondation de France. Voilà, donc c'est aussi des points de convergence. Je tiens aussi peut-être à expliquer à nos étudiants, c'est que les IAE ont été créés en 1955 avec les INSA. L'idée, c'était l'ouverture sur le monde socio-économique. Et en fait, aujourd'hui, le MEDEF et la CPME font partie du conseil d'administration de l'IAE, ainsi que la ville de Lyon, la métropole, etc., etc. Donc pour nous, c'est vraiment important pour vous, pour nous tous d'ailleurs, de créer ce lien pour trouver la meilleure adéquation formation, emploi, être en avance sur effectivement vos besoins, leurs besoins, et trouver des ponts entre ces différentes finalement voies pour justement construire ensemble. Lyon aussi, pour revenir là-dessus, a une caractéristique de stabilité. Il se porte un peu mieux les crises, enfin le territoire de Lyon, parce que les gens travaillent beaucoup en proximité, en collaboration. Ce qu'on appelle les liens interpersonnels sont très forts. Et ça, c'est mon côté chercheur en entrepreneuriat, où on a étudié la ville de Lyon sur 2011-2022, je crois, et par rapport à d'autres territoires qu'on a évalués, il y a une plus grande stabilité. Bien sûr que la crise, on la prend comme tout le monde, mais on va la prendre un peu moins, avec un peu plus de solidarité, avec un peu plus d'entraide. Et c'est marrant parce que je ne connaissais pas cette anecdote sur finalement l'assurance qui s'est créée comme ça. Et je trouve que c'est très représentatif finalement de ce territoire lyonnais.
On va peut-être, Nicolas, laisser la parole à la salle. Alors, dans la salle, il y a des étudiants, mais il n'y a pas que des étudiants, il y a des enseignants. Il y a aussi des membres de la Société d'économie politique de Lyon. Donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment d'échanger, aussi de nous dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les entreprises ou quelles sont vos interrogations. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme interrogation par rapport ou réaction par rapport à tout ce qui a été dit? Ouvrir le bal n'est jamais facile. Ah, merci. J'avais juste une petite question. Je suis d'accord concernant l'attractivité du coup de la région. Mais pourquoi alors il y a autant de personnes qui vont travailler à Paris et pourquoi il y a autant de sièges sociaux à Paris, contrairement à Lyon? Pourquoi effectivement, sur le CAC 40, on n'a que 2 seules entreprises dont le siège n'est pas à Paris. En l'occurrence, de mémoire, c'est Michelin à Clermont et c'est Legrand à Limoges. Ça, je pense que ça s'explique par une tradition très jacobine de notre histoire depuis la Révolution française. On a décidé que le rôle de l'État était quand même très très important. On le voit aujourd'hui, c'est notre sujet. Quel rôle, quel poids, quelle légitimité doit-on donner à l'État? L'État qui est dit providentiel, comme si tout pouvait venir du ciel. Je vous rappelle que l'État, pendant la crise du Covid, a été le seul employeur de France, parce qu'avec l'activité partielle, qu'on appelle le chômage partiel, il avait embauché 20 millions de salariés du privé. Et tout ça, c'est décidé, c'est cette vision qu'on en a, mais sur laquelle on peut volontiers partager, tout ça, c'est décidé d'en haut, comme on dit. Et vu, nous, moi, demain matin, je vais prendre le TGV, je vais dire bêtement, je vais monter à Paris. Bah non. Non. Et pourtant, je pense que voilà, on en est aux prémices de la décentralisation. Et que s'il y a bien une évolution majeure qu'il nous faudra assumer au prix d'une responsabilité assumée, c'est la responsabilité sur nos territoires. La décentralisation, elle date de 1982, donc ça fait à peu près 60 ans. Quand je vois les départements aujourd'hui aller faire l'aumône au Premier ministre parce qu'il est en passe de leur supprimer 5 milliards de budget et qu'on a vu leur budget de fonctionnement exploser, vous voyez le taux de dépendance des décisions publiques, notamment de nos collectivités territoriales. Nous sommes le seul pays qui compte 36, enfin un peu moins maintenant, 34 000 communes. Autant que dans toute l'Europe confondue. Donc cette dispersion-là, elle profite à qui? Elle profite à un État dit providentiel, qui n'est pas très éloigné finalement de ce qui précédait la Révolution, où au Royaume de France, voilà, tout pouvait se décider et nous étions quelques cervidés à incarner les provinces. Sincèrement, je crois que c'est encore assez prégnant, ça, malheureusement. Sincèrement. On n'est pas, à la différence de nos voisins, notamment allemands, je ne parle même pas d'outre-Atlantique, voilà, un État fédéral. En Allemagne, ça n'a strictement rien à voir. En Allemagne, dans chacune des régions, vous avez deux villes qui, au moins, s'équilibrent et ont des tailles supérieures à 1 million d'habitants. Nous, vous avez dû étudier ça ici, c'est Paris et le désert français. Alors, ça l'est un peu moins depuis que, solidairement, on s'est attaqué à ça pour faire entendre la voix de certaines villes. Mais en dehors de Lyon, qui peut se targuer d'une véritable attractivité qu'on doit à sa seule géographie, en fait. On est juste au carrefour des échanges, parce qu'il y a 2 fleuves, c'est notre histoire, parce qu'il y a aujourd'hui cette ligne de TGV qui nous permet cet échange, parce qu'il y a cette proximité avec, d'une part, l'Italie, mais d'autre part, la Méditerranée. Le port de Marseille n'est ni plus ni moins que le port de Lyon, aujourd'hui, en termes de débouchés. Mais combien d'autres villes peuvent se targuer d'équilibrer notre territoire? Très, très peu. Tout est malheureusement trop concentré. Les décisions politiques à qui, malheureusement, nous devons tout.
on les dote d'une légitimité, nos élus, qui est disproportionnée. Vous voyez bien aujourd'hui, notre quotidien, nos projets de loi de finances, on va demain aller taper à la porte des ministères de nos élus d'en haut, qui ont une légitimité quand même toute relative. Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ici, qui est pourtant une grosse région, deuxième région de France, plus de 12% du PIB, le disait Gilles aujourd'hui, énorme région, plus gros PIB que la Suisse, avec les PIB aussi importants que la Suède. Son budget, 3 milliards, pas plus que la métropole de Lyon. 3 milliards. Le budget de la France, 2800 milliards. Donc tout est à peu près dit. On doit tout. Si on ne fait pas cet effort qui va consister à libérer les énergies dans les territoires, je pense qu'on aura manqué notre décentralisation. Alors, pour répondre aussi à ta question, pourquoi Paris? Parce que aussi il y a une concentration déjà de sièges sociaux. Et puis quand ils doivent se déplacer, c'est plus simple de se déplacer quand on va aller dans le monde. Parce que souvent, c'est des groupes qui travaillent dans le monde entier. Donc de Lyon, quand on prend l'avion à Saint-Exupéry, on va déjà dans pas mal de destinations, mais c'est moins pratique. Et ensuite, je dirais que leurs organisations aussi se passent là-bas. Moi, c'est pas ce qui me gêne le plus, hein, à la limite. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand ils partent à l'étranger. C'est plutôt ça qui me gêne. C'est quand on a des talents en France et qu'on les voit partir réaliser un projet à l'étranger. Ça, c'est plus dramatique, parce que quand ils sont à Paris, ils restent chez nous. C'est ça, pour moi, le plus difficile à encaisser. Mais voilà, la qualité de vie, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'un Parisien, et puis ils sont obligés aussi de passer... Regarde les grandes écoles, les très grandes écoles, elles sont à Paris, hein. Elles sont toutes Paris, hein. Voilà, hein. Donc un étudiant qui veut faire HEC, Polytechnique, d'autres, eh ben c'est Paris, hein. Il n'a pas la faire à Lyon, hein, l'école. Et pourtant, on a des très belles écoles à Lyon. Donc c'est comme ça. Mais nous, on a une qualité de vie. On a Paris, la qualité de vie, c'est pas tout à fait la même, hein. Et quand ils reviennent, les Parisiens, souvent, on voit beaucoup ça au niveau des banques, puisqu'ils sont mutés quand même assez souvent. Et quand ils veulent monter dans l'échelon, ils sont obligés de se déplacer tous les 5, 6, 7 ans. Et ben, ceux qui sont là à Lyon, quand ils arrivent à Lyon, mais ils veulent plus repartir, hein. Ils ont connu Paris, mais ils disent à Lyon, c'est super. Et j'en ai un là qui repart parce que c'est son dernier départ et qui a acheté un appartement pour revenir après. Donc voilà, on a cette chance aussi d'avoir la mer près, on a la montagne à côté. Donc moi je les envie pas, Paris, hein. C'est pas, on est à 2 heures du centre de Lyon, centre de Paris, 2 heures. Aujourd'hui, on peut travailler, il y a du télétravail, il y a donc le travail, il est en train de changer aussi. Le fait d'être forcément présent, il est plus important. C'est moins important qu'avant. Donc je pense qu'on va entrer dans des transformations. On sait pas. C'est dur de mesurer tout ce qui va pouvoir se passer au niveau des populations, mais je pense que ça va donner une autre chance à des territoires de pouvoir accueillir aussi des habitants, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Parce que le télétravail, vous allez faire des choix. Vous dites, bah, tiens, qu'est-ce que je veux ? Par rapport à certains métiers, je vais plutôt m'installer en deuxième couronne, ou je vais plutôt aller, tiens, moi j'aime la mer, et je vais aller m'installer près de la mer. Ça ne m'empêche pas de faire mon boulot. Mais c'est ce que j'ai souhaité. D'autres, la montagne. Nous, on a la chance ici d'être près de la mer, près de la montagne, et près de la campagne. Donc, on a beaucoup d'atouts, hein. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question par rapport à la création de l'entreprise. Aujourd'hui, quand je veux créer une société en France, je dois faire face à beaucoup de bureaucratie, beaucoup de papiers. Est-ce que l'État français prévoit de changer ça pour pouvoir créer une société plus rapidement, notamment quand c'est le cas au Canada, on peut monter une société en une après-midi? Vous déconnez là.
là, vous déconnez. Parce que alors ça, ce message-là, on aurait pu l'entendre il y a 20 ans, hein, je vous le garantis. Et vous me paraissez très très jeune. Et vous n'avez pas connu voilà, la suradministration pour créer une boîte. C'était effectivement ça. C'est sûrement pas aussi facile qu'au Canada aujourd'hui. Mais quand même, on n'en a pas connu beaucoup des révolutions en matière d'entrepreneuriat. Mais s'il y en a bien une qu'on a connue, c'est celle-là. C'est la facilité à créer une entreprise. On se voit dans 5 minutes. Demain matin, vous avez votre EURL ou votre CRSRL en ligne sur le site de l'URSSAF en 2 secondes. Alors c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, ils ont fédéré ça sur le site de l'INPI, donc la concentration, c'est pas si ça. Mais néanmoins, nous n'avons, notamment grâce à ça, et on peut le regretter parce que ça a suscité un statut qui peut être assez controversé, le statut de ce qu'on appelle hier, aujourd'hui le micro-entrepreneur. Nous n'avons jamais eu autant d'entrepreneurs en France grâce à ça. 1 million par an. Certes, 60% de ces 1 million sont des micro-entrepreneurs, ce qu'on appelait hier des auto-entrepreneurs. J'espère que beaucoup d'entre vous le sont aujourd'hui, pour faire ce qu'on appelait des petits boulots à côté. Aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Donc, créer une boîte, 2 secondes. Vous voulez que je vous rajoute un truc ? Je pense qu'il n'y a pas un seul État au monde qui aide le demandeur d'emploi à créer ou à reprendre une entreprise. Et à ce titre-là, on n'est pas une contradiction près, tout à l'heure je critiquais l'État, mais aujourd'hui je vais quand même le vanter, c'est le principal capital risqueur de France. À travers ce dispositif-là, qui s'appelle le dispositif ARC ou ARS, vous êtes aujourd'hui salarié, vous avez suffisamment cotisé, 24 mois, vous créez votre boîte, vous touchez le chômage pendant 2 ans, lorsque vous créez ou vous reprenez une entreprise. Il n'y a pas un État au monde qui vous donne ça. D'ailleurs, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, ils sont en train de revoir ça un tout petit peu. Mais c'est juste extraordinaire. Et puis quand vous déposez, on parlait tout à l'heure d'échecs, ou de risques, d'échecs inhérents au risque, on est quand même un pays, on le doit encore une fois à cette État-providence-là, où on pourrait ne pas perdre énormément. Quand l'État nous a payé 24 mois durant, et quand globalement, on va ou retoucher le chômage si on est travailleur salarié, ou TNS, on va pas tout perdre. Notre toit est préservé. Il y a 20 ans, moi j'ai connu des adhérents qui devaient se porter caution perso, hypothéquer leur maison et risquer de tout perdre, y compris leur famille. Tout ça, l'entrepreneuriat est beaucoup moins risqué et beaucoup plus sécurisé. Non. Et beaucoup plus numérisé. Donc de ce fait-là, la révolution qui était portée par un ministre qui s'appelle Hervé Novelli de l'auto-entrepreneuriat, on peut le regretter parfois parce que ça génère un peu de paracommercialisme, de concurrence déloyale pour certaines boîtes, dans certains domaines, dans certains secteurs, dont celui de Gilles. Mais néanmoins, on n'arrête pas ce cheval-là qui est un cheval au galop. Ça a donné un élan en matière d'entrepreneuriat comme nous n'en avons jamais connu. Je vous invite non pas à aller sur le site de l'INPI demain, parce qu'il est un peu en carafe en ce moment, allez sur le site de l'URSSAF, vous créez votre boîte en 2 secondes, demain vous l'avez. Oh, c'est bon, t'as tout dit là. Non, mais je parlais pas des micro-entreprises, je parlais uniquement des autres entreprises à plusieurs salariés, bien évidemment. Ouais, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pareil. Pareil, vous créez, ça va... Là, on a gagné beaucoup de temps et on crée une structure très vite. Les ouvertures de compte, maintenant, c'est pareil, ça se fait tout en numérique, ça va très, très vite. C'est pas la difficulté de la créer. La difficulté, c'est de la faire vivre. Et voilà, donc, si avec ça comme difficulté, il y aurait beaucoup d'entrepreneurs. Mais justement, après c'est la garder et l'entretenir. Et voilà. Le plus dur, c'est pas d'exister, c'est de durer. Bonjour. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à la finance et à la disparité des salaires qu'on trouve dans la finance en France et avec les pays anglo-saxons. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que c'est lié aux charges qu'on a en France? J'aimerais avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Je vais commencer. Alors, je vais vous donner un exemple sur les charges. On a plusieurs sociétés dans le groupe. Le coefficient de charge par rapport à un salaire, on va dire, brut,
Qu'est-ce que c'est un salaire brut? C'est vraiment ce que la référence du salaire je dirais, du collaborateur. C'est pas ce que le collaborateur va toucher net, parce que lui, on va lui prendre à peu près aujourd'hui, on est à 34-35%. Il y a 35% de votre salaire va être pris pour payer l'assurance maladie, le chômage, tout ça. Mais nous, l'entrepreneur, on va prendre un truc tout bête, on dit une valeur de 10. C'est 15 à 20. C'est le double. Dans la construction, c'est le double, multiplié par 2. Donc vous imaginez, quand on parle de dire plus vous taxez les entreprises, en fait, l'image que je vais prendre pour vous, si on part tous, par exemple, on dit la compétitivité, c'est quoi? Eh ben, on part tous, on prend un Allemand, un Italien, un Français, un Japonais, on va faire 10 km. Et il y en a un, il aura un sac à dos vide. Et le Français aujourd'hui, c'est celui qui a le sac à dos le plus plein. Et comme on n'avait pas assez, comme il dit, on va en rajouter, on va en remettre. C'est ça la compétitivité. On demande aux entreprises, on dit on va produire en France, mais par contre, le coût de la production en France, tellement on est chargé en impôts que ça marche plus. Un petit sujet, on a créé les retraites. Ça marchait bien les retraites, à un moment donné, il y avait 6 personnes qui travaillaient et puis une qui était à la retraite et les gens vivaient pas tellement vieux. Maintenant, et tant mieux, on vit de plus en plus vieux. Et bientôt, on va avoir une personne qui travaille pour une qui est retraitée. C'est impossible. C'est impossible économiquement. Il y a des sujets qu'il faut réformer. Le problème, c'est qu'on veut pas se réformer. On veut pas bouger, on veut pas... Vous voyez ? Donc oui, c'est plus lourd. Donc qu'est-ce que font aujourd'hui les entreprises ? Certaines, elles sont internationales. Eh ben, elles vont ailleurs. Parce que le coût, elles disent, on a intérêt à se délocaliser. Ça va nous coûter beaucoup moins cher. La fiscalité, c'est pareil. Il y a un phénomène qui se voit tout de suite. Plus vous fiscalisez, et moins vous avez de rentrée fiscale. C'est quand même étonnant. Eh ben, c'est ça. C'est-à-dire que plus on charge, et moins on en a à la fin. Donc, c'est le fait d'aller en Angleterre, certains, vous savez, là, avec ce qui s'est passé depuis le mois de juin, il y a quand même, moi j'ai échangé avec un certain nombre d'entrepreneurs certains sont partis déjà, des chefs d'entreprise, de belles entreprises sont partis, et d'autres réfléchissent à partir. En se disant au bout d'un moment, ça va quoi, moi je peux pas, parce que on a tellement d'incertitudes dans notre pays, nous on a besoin d'y voir. Quand on dirige une entreprise, c'est comme si on conduit une voiture. Imaginez quand vous conduisez une voiture vite dans le brouillard, vous faites quoi? Vous voyez quoi? Vous ne pouvez pas réagir. Nous on a besoin d'avoir de la visibilité, ce qu'on n'a pas. Donc s'il y a une stabilité ailleurs, une fiscalité où on vous accueille les bras ouverts, voilà, aujourd'hui vous prenez Moderna, les vaccins. Le patron de Moderna, il était chez Mérieux. On n'a pas pu le garder. Ce qu'il a fait, il fallait le garder, il fallait qu'il reste chez nous. Il ne pouvait pas chez nous, il ne pouvait pas le faire. Il est parti aux États-Unis. Vous voyez, la concurrence, ça revient à ce que disait tout à l'heure Franck. En fait, on est en compétition, on ne peut pas s'isoler, on ne peut pas dire « nous, on va faire comme chez nous ». Ça, c'est des discours pour se faire élire. Moi, si je vous dis demain, élisez-moi, vous allez gagner, je mettrai le SMIC à 3 000 €. 3 000 € vous aurez. Mais vous n'aurez pas longtemps, ça va pas durer longtemps, parce que voilà, il faut aussi que vous, par rapport à tout, là je dérape un peu sur un sujet, par rapport à tout ce que vous entendez aussi, il faut que vous ayez votre raisonnement, il faut que vous disiez, finalement, ouais, mais il y a une certaine logique, voilà. Et c'est malheureux, je suis d'accord avec vous, quand les gens s'en vont, des belles entreprises s'en vont, c'est malheureux. Mais il faut faire en sorte qu'on les garde. Et pour les garder, c'est pas tout à fait ce qu'on fait chez nous.
On parle d'industrie et derrière, on lance un plan d'industrialisation de la France. On dit, allez, il faut industrialiser, faut réindustrialiser. Et puis, en 7 ans, on a avancé un tout petit peu. Et puis là, on a reculé d'encore 15 ans, quoi. Donc, moi, je travaille j'ai des clients avec qui j'étais en discussion. Ils m'ont dit, c'est depuis le mois de juin, juillet, ils m'ont dit, pour l'instant, je suspends toute décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'aurais pu contracter avec eux. J'aurais pu faire quelque chose. Aujourd'hui, il ne se passe rien. Donc d'abord, ils n'investissent pas. Et regardez ce qui se passe au niveau des entreprises aujourd'hui. Les annonces Michelin, qui est pourtant une entreprise très sociale, Michelin. Voilà, c'est parti. Arcelor, c'est parti. Casino, ça a été quand même un fiasco. Saint-Étienne, ils vont en payer le prix. Donc voilà, mais on parle que d'entreprise et on met pas le terreau. Il faut qu'il y ait le terreau pour l'entrepreneuriat. Il faut les garder. Tu parlais, il dit souvent, Franck, c'est des héros. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, je vais vous dire, porter le sac, pour être capable de porter un sac à dos plein de cailloux toute la journée. Ben oui, il y a des jours où on se dit mais j'en ai marre, quoi, parce que c'est tout, j'en ai marre. Il m'en rajoute, et on parle pas de tout ce que ça comporte à l'extérieur, vis-à-vis de sa vie, de son bonheur et tout. Donc c'est comme ça, mais on a des solutions, mais c'est pas tout à fait ce qui se passe. Voilà. Je pense que c'est voire notre problématique majeure aujourd'hui. On ne peut pas vous avoir dit en début de cette soirée le travail, c'est émancipateur, c'est révélateur, et nous, ne le percevoir, ne le concevoir, ne l'entendre que comme un coût. Le travail, malheureusement, compte tenu de son poids aujourd'hui, à travers ce que disait Gilles, c'est-à-dire les cotisations sociales, qui sont donc salariales et patronales, c'est unique au monde. Quand on augmente un collaborateur de 100 €, ça nous coûte entre 400 et 500, ça dépend du statut. Parce que notre système dit providentiel, notre État si généreux, ne repose que sur le financement du travail, à travers ses cotisations. 500 milliards de cotisations qui pèsent sur les collaborateurs. Ce n'est pas les entreprises, c'est qui pèsent sur les entreprises et ces 20 millions de collaborateurs qui sont les seuls qui créent de la richesse et qui, malheureusement, et c'est la nouveauté, parfois n'arrivent même plus à vivre dignement de leur travail. Vous vous rendez compte? Donc l'enjeu majeur, si on veut effectivement réhabiliter le travail, au-delà des discours ambiants qui consistent à dire « Oh là là, mais le travail, c'est déjà la quête de sens, super ». Mais le travail, c'est déjà un salaire, vous regardez tous les trucs. C'est d'abord le salaire, puis après, on va juste regarder l'ambiance et le sens. Alors c'est sûr que si dans l'entreprise, on n'y trouve pas de sens, ou si l'entreprise n'a pas épousé une cause environnementale ou sociétale qui nous sied, on se tire, très bien. Mais le premier critère, c'est le salaire. Et c'est bien normal. Or aujourd'hui, compte tenu de ce poids-là qui est unique au monde, le poids des prélèvements obligatoires le plus élevé au monde, je le répète, voilà, les entreprises françaises sont dans la difficulté pour rémunérer le travail. Et le sujet doit consister maintenant, au-delà du fait qu'il faut juste libérer ces boîtes, à repenser le modèle social, si généreux, il faut le dire, la retraite. La retraite, Gilles en parlait. Quand on parle de travail, est-ce que vous savez qu'on est juste le pays, et c'est une chance, mais on n'arrive même plus à se réjouir finalement des bonnes nouvelles. Il y avait une bonne nouvelle que disait Gilles tout à l'heure, c'était l'espérance de vie, elle a cru. C'est une bonne nouvelle. On vit de plus en plus longtemps, mais ça a un coût. Ça a un coût. Nous sommes le pays qui travaille le moins au monde. Pas tout au long de la semaine, pas tout au long du mois, mais tout au long de la vie. Parce que, malgré cette pseudo-réforme des retraites contre laquelle vous avez peut-être, certains d'entre vous, manifesté, nous resterons quand même le seul pays en Europe, en décembre de cette année, à travailler en deçà de 65 ans. La Grèce va passer là. C'est simple.
Il faut juste s'en réjouir, il faut donner les bonnes conditions pour s'épanouir, il faut travailler à l'égalité homme-femme, il faut réfléchir à la pénibilité, mais néanmoins, tout au long de la vie, aujourd'hui, un salarié français, il travaille 670 heures par an. La moyenne des pays européens, c'est 770 heures. La différence de compétitivité, elle est là. Si on ne bosse pas, comment va-t-on trouver les moyens de créer de la richesse pour financer tous ces défis environnementaux, sociétaux, le défi du vieillissement, le défi de la santé, parce que plus on vieillit, plus on va chez le médecin. Qui va financer ça? Donc c'est sûr qu'il faut juste repenser le modèle pour qu'il ne repose plus exclusivement sur ce travail. Il y a des trucs assez simples. Il y a très peu d'impôts dans lesquels on n'est pas champion du monde. Mais il y en a un dans lequel on est encore dans la moyenne européenne, ça s'appelle la TVA, avec 20 points de TVA aujourd'hui, et encore avec des exceptions. Eh bien, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'effectivement ce modèle de l'État-providence, on l'appelle comme on voudra, de la sécurité sociale, qu'on considérait comme une assurance, qui devait être une assurance, sauf que certains le considèrent à tort comme un droit de tirage. On le voit par exemple sur l'absence. On peut se dire cette vérité-là en matière de travail. Sur les absences, les arrêts de maladie. Depuis le Covid, ça a juste explosé. Ça nous a coûté 17 milliards cette année. Parce que c'est nouveau, ça maintenant, c'est je me mets en arrêt de maladie. C'est pas le médecin qui vous met, c'est je me mets, y compris tout seul sur Internet. Donc ça, et je l'entends, qu'on puisse avoir une relation compliquée en travail quand il n'est pas suffisamment rémunérateur. Donc le vrai sujet, si on veut régler certains de ces problèmes-là, c'est que le travail paye plus que jamais. Pour qu'il paye, il faut transférer le financement de notre modèle sur de la TVA qu'on peut qualifier de sociale, qu'on peut qualifier d'environnementale, qui va taxer des produits bien carbonés, qui vont venir de très loin. On a cette possibilité-là. Sauf que là, c'est un grand chantier et je conçois qu'un gouvernement, sitôt arrivé en 2 mois, n'ait pas eu l'envie ou le courage de s'y attaquer. Mais néanmoins, ça va être notre sujet parce que là, en termes de compétitivité, qui est l'enjeu de demain, on est en train juste de dégringoler. Ça vaut pour la France, ça pour l'Europe. Et ce qui est en train de se passer outre-Atlantique aujourd'hui va être un aspirateur, je vous le dis, un aspirateur pour nos entreprises. En matière de liberté, d'investissement, on peut le regretter. Voilà. Pas de normes, pas d'impôts. Quand on voit que Monsieur Musk, qui était sûrement un héros avant qu'il se lance dans la politique à vos yeux, il a quand même pour objectif de faire 2000 milliards de dollars d'économie. Vous vous rendez compte? 2000 milliards. C'est notre budget, globalement. Enfin, c'est notre PIB, un peu moins que notre PIB. Donc, vous imaginez comment il va libérer les entrepreneurs qui vont être, y compris les Français, invités à aller investir là-bas parce que l'énergie est juste 40% moins chère. Alors on peut regretter qu'on y trouve du gaz ou du pétrole de schiste, parce que nous, on s'est interdit de le faire. Mais l'énergie, alors que la nôtre, elle est plutôt décarbonée, grâce au nucléaire, elle coûte normalement le moins cher, ils vont aller chercher la compétitivité de l'autre côté. Parce que le coût du travail, l'énergie, c'est moins cher. Je prends un exemple et j'arrête. Mais ça m'énerve. Mais le cas de Michelin, le cas de Michelin qui licencie, quand j'entends n'allez pas demander des comptes à Michelin parce qu'il licencie, y compris notre Premier ministre qui va dire on va regarder comment on l'a aidé Michelin. Comme l'a rappelé Gilles, il n'y a pas beaucoup, d'abord elle est de la région cette boîte-là, il n'y a pas beaucoup plus sociale que cette entreprise-là. Mais c'est simple, le patron de Michelin il vous explique, il n'y a pas besoin de lire le rapport Draghi sur la perte de compétitivité en Europe, il vous explique, moi l'énergie ça coûte 40% moins cher de l'autre côté, et puis il y a un truc qui s'appelle les normes, parce que nous on est super forts. Nous, la seule inflation contre laquelle il faut lutter, je pense que c'est les normes. La surtransposition des normes. C'est la seule entreprise en Europe, contrairement à tous ses concurrents qui sont en Asie aujourd'hui, à devoir tracer l'origine de son caoutchouc sur les EVA. Vous savez combien ça lui coûte? 200 millions d'euros. Voilà. Eh bien, tout est dit. Il n'y a pas besoin de rapport. Tout est dit. Si vous voulez équilibrer votre modèle et continuer à vous développer pour effectivement répondre à tous ces défis-là, eh bien, vous partez. Donc l'enjeu pour nous, c'est de se battre auprès des pouvoirs publics pour les libérer, ces boîtes-là, et les libérer de ce poids, de ce fardeau dont parlait Gilles, pour qu'ils puissent courir un peu plus vite. Je prends le micro, j'ai peur.
Vous voyez qu'on est sur des représentants qui sont passionnés. Quand Franck nous disait tout à l'heure, il faut être passionné, vous avez vu qu'il incarne cela. Mais merci, ça nous montre aussi... On avait encore une question, je crois. Et on en prendra encore une. Et après, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc on sera dans les dernières questions, une au fond. Bonsoir, merci pour vos témoignages. Vous avez évoqué tout à l'heure l'importance pour un jeune qui arriverait sur le marché du travail d'oser être différent. Alors moi j'étais sur les bancs de cette école il n'y a pas si longtemps que ça. Après j'ai eu la chance de bosser dans un grand groupe de la région, un grand groupe qui fabrique des poêles. Et je me rappelle des fiches de poste dans ce grand groupe. Chef de produit marketing, pour être un chef de produit marketing, il fallait avoir fait master marketing, licence de management, et puis c'est tout. Et du coup, ma question, c'est est-ce que les entreprises, selon vous, n'ont pas encore un peu de difficulté justement à intégrer des profils atypiques, comme par exemple le cas, je ne sais pas, de votre petite fille, si elle part sur une école d'art, est-ce qu'elle pourrait intégrer aussi facilement des postes comme ceux-là dans des grands groupes? Voilà. Alors, c'est une question intéressante. En fait, on est vraiment sur c'est un mouvement qui s'est, je dirais, libéré depuis quand même peu de temps. Ça a été lié au fait de la difficulté de recrutement. Ça s'est pas fait tout seul au départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'activité se portait bien, voire très bien, et il y avait vraiment des difficultés à recruter. Donc là, certains ont dit on va ouvrir un peu plus. Et puis en commençant l'expérience, ils se sont rendus compte de ce que ça pouvait apporter. C'est en le réalisant en fait. Et je dirais que au jour d'aujourd'hui, on est sur le début de cette tendance qui se fait pas toujours dans toutes les entreprises. Moi, j'aime cette façon de faire, mais des fois, dans des groupes ou des entreprises très organisées, ils demandent, ils capent à quelque chose. Demain, si vous rentrez chez EDF, ça va pas se passer tout à fait comme ça, hein. Voilà, les groupes sont très organisés, ils vont dire voilà, et souvent ils sont dirigés aussi dans les dirigeants, on le voit, hein, certaines classes de dirigeants qui ont fait des grandes écoles, quand ils vont chercher un remplaçant, ils vont chercher quelqu'un qui a fait à peu près la même école que lui, hein. Donc c'est quelque chose qui arrive à se transmettre aussi. Mais il y a plus d'ouverture, Vraiment, alors je dis pas que s'il a pas fait du tout d'études et tout, c'est une rencontre. Ça se passera différemment. Il va pas envoyer son CV. C'est une rencontre, par exemple, quelque part. Et puis il va dire, allez, on va discuter et on va essayer de l'aider et de lui permettre de progresser et de grandir. C'est vrai que plus une entreprise est grande, plus elle est structurée, plus elle a des process, et moins elle en sort. Voilà. Nous, on perd pas notre temps. C'est tout à fait juste ce que dit Marie-Christine. Nous, on a un niveau de décision très rapide. Moi, j'ai une entreprise, au total, j'ai 200 personnes. Donc, c'est pas beaucoup. Je suis pas comme des groupes importants. Mais d'abord, une autonomie au niveau de mes cadres. Certains cadres sont associés aux capitaux des sociétés, pas sur la société de tête, mais sur les sociétés du bas. Et puis, il y a une rapidité de décision, mais c'est instantané quasiment, hein. Moi, ils peuvent me voir, ils ont présenté leur truc, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, ok. Et puis après, ça discute pas. C'est pas. Après, je vais le voir et je lui dis, ouais, c'est pas bien, hein, parce que tu m'as proposé ça, puis finalement, non. On assure tous. C'est-à-dire qu'on a pris une décision, on y va. C'est la rapidité. Pour vous donner un exemple, nous, on est une vedette, hein, dans un port, hein. Mais une vedette, elle tourne vite, elle repart. Quand vous avez un paquebot, vous les voyez arriver, pour le temps de faire demi-tour, la vedette, elle est déjà loin, hein. Donc c'est ça la différence, hein. Les TPE, PME, on a une capacité de réaction beaucoup plus importante. Après, on peut avoir des fragilités, mais c'est là où il faut aussi diversifier son activité pour être moins fragile. Hyper important. Et sécuriser ses comptes clients, parce que ce qui est terrible, c'est quand on part entraîné par quelqu'un d'autre, quoi. C'est comme en montagne, hein, vous êtes attaché après quelqu'un, l'autre il dévisse en haut, et vous partez avec lui, hein. Donc c'est ça, hein, quand on prend un risque, on a un risque client, hein. Voilà. Quand on a un client qui représente trop de chiffre d'affaires, en fait. Ok, voilà. Mais on avait une autre question là-haut, je crois. 2.
ça vous permet de vous poser des questions sur là où vous voulez aller aussi. Vous voyez, ce genre d'échange. Une grande entreprise ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'une moyenne entreprise, qu'une très petite entreprise. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas un bon modèle, un mauvais modèle. Mais par contre, il y en a certainement une qui correspond mieux à votre personnalité, à l'instant T. Puis après, vous allez peut-être évoluer, etc., etc. Et puis vous dire, ok, ça, je préfère autre chose. C'est aussi ça, en réflexion, que ça doit pouvoir susciter pour vous. Moi, je voulais connaître votre regard sur l'intelligence artificielle. Selon vous, quels sont les défis et aussi opportunités que cette technologie elle va poser aux entreprises? C'est bien, mais ceci dit, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on l'aborde finalement à la toute fin. Est-ce que vous avez... L'intelligence artificielle, pour moi, c'est une révolution. C'est une révolution. Ce qui fait qu'il y a des métiers qui vont complètement, des métiers qui vont complètement disparaître, parce qu'on n'en aura plus besoin. On aura tellement, ça va nous apporter beaucoup plus de précision, beaucoup plus de rapidité. On prend un exemple, les traders, on n'a plus besoin de traders. Les traders, on en a quasiment plus besoin. Ils feront autre chose, mais ils feront pas ça. Les machines iront beaucoup plus vite qu'eux. Il y a déjà un test qui a été fait. Il y avait 4 ou 5 traders et une intelligence artificielle. L'objectif, c'était au départ, on met 100 000 euros. 3 mois après, combien on a? Et ben, c'est l'intelligence artificielle qui avait fait le meilleur deal. Imaginez. Hein. Après, vous prenez par exemple la radiologie. Vous avez des radiologues. Est-ce qu'on est sûr d'être aussi bien soigné à Lyon qu'à Guéret? Je ne suis pas sûr. Par contre, avec l'IA, on sera sûr que le diagnostic qui sera fait à Guéret et à Lyon sera de même qualité. Parce qu'on aura le code, on aura un nombre d'informations qui va être traité en même temps. Alors, il faut faire attention aussi, puisque après, il y a le risque de l'IA, c'est l'ubérisation aussi. On peut aller très très vite, et puis déshumaniser aussi, parce qu'on pourrait tout traiter. Regardez, nous, avant, on allait voir notre banquier. Marquez ça, qu'on n'aille plus les voir, c'est pas un mal. Hein. C'est pas ce qui me manque le plus, parce qu'on allait apporter le chèque même. Moi, j'ai connu, on endossait le chèque et on allait au guichet. Bon, maintenant, on fait ce qu'on veut sur son téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous tous, toutes, on a un ordinateur dans la main. Donc ça va apporter ça va apporter en même temps beaucoup de choses et finalement beaucoup de contraintes. Pourquoi? Parce qu'on est relié à tout le temps. Et le luxe, ce sera de ne pas avoir ça. Le plus grand luxe, ce serait d'avoir le temps et de ne pas avoir de téléphone. Mais c'est un truc qui doit être fabuleux. Franchement, pourquoi? Quand on l'a, on est obligé de regarder. Et même quand on est le week-end, on regarde des trucs qui ne nous mettent pas de bonne humeur. Donc finalement, je veux dire, le jour où on en a plus besoin, si on n'avait pas, on se porterait mieux. Et après, en rapidité, nous, on cherche justement dans notre groupe, on est en train de travailler pour voir, et ça sera à des vitesses différentes. On fait de la gestion, on va pouvoir beaucoup plus travailler sur l'IA. Moi, la construction, ça sera un peu plus lent. Pourquoi? Parce qu'il me faut des hommes pour poser des panneaux. Il va m'aider dans la préparation, dans tout ce qui est méthode de travail. Là, il va m'apporter des choses. Mais il y a des métiers, mais ça va les supprimer. Comme quand on voit la photo, par exemple, quand elle est arrivée, Kodak. Je me rappelle de cette société, Kodak. Moi, je me disais, mais ils ont un business. T'amènes les pellicules, ils te vendent la pellicule, ils te vendent les tirages, ils te vendent eh ben Kodak, adieu. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont adaptés, c'est ceux qui font, de votre téléphone, vous faites votre album et vous le recevez 2 jours après. Donc on fait toujours du tirage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va être et je pense qu'on ne connaît pas encore tout ce qu'on va pouvoir faire. Et je pense que ça ne remplacera pas l'homme. Je pense que ce ne sera pas le cas. Certains disent, mais alors après, on servira à quoi? Non, l'homme, il a une façon de réfléchir. L'intelligence, elle se nourrit de tout ce qu'elle reçoit. Mais je pense qu'on aura on gardera toujours la main sur l'intelligence.
le temps que Franck réfléchisse. Je voudrais faire passer un message à nos étudiants sur ce sujet-là, parce que en tant que directrice générale de l'IAE et présidente IAE France, c'est un sujet qui nous touche parce qu'il vous touche, il nous touche tous. Je vous encourage à challenger la machine. Moi, je suis pour l'IA, il n'y a pas de sujet, d'accord ? Mais si vous ne trouvez pas la valeur ajoutée quand vous faites travailler l'IA sur tous les dossiers que vous faites plus ou moins facilement maintenant, parce que nos profs ne sont pas toujours encore en capacité de voir toutes les subtilités possibles sur lesquelles vous avancez très vite. Pour autant, il faut que vous gardiez votre valeur ajoutée, il faut que vous challengiez la machine. Et ça, c'est super important. Je vous encourage clairement à ne pas subir, à être acteur. Et ça, c'est fondamental. Donc, vous reposez pas dessus, utilisez-le. Mais bien sûr, pourquoi ne pas l'utiliser ? Ça, c'est pas un sujet. Hein. J'ai pas de sujet là-dessus. Mais voilà, faites-en quelque chose pour vous, pour votre métier de demain. Si aujourd'hui l'IA vous fait tout, ça veut dire que vous n'allez pas servir à grand-chose. D'accord ? Donc, les métiers intermédiaires sont en risque. Le fer ne partira pas. Tous ceux qui travaillent, on parlait du bâtiment, etc. Les métiers pointus vont survivre. Les métiers très intermédiaires, on parlait du radiologue, le clerc de notaire, l'assistant de l'avocat et d'autres métiers en gestion aussi, ou ceux qui sont en langue aujourd'hui, alors qu'on va avoir des traducteurs automatiques. Donc oui, il va y avoir des transformations. Donc vous devez lever le nez, vous dire, attention, c'est pas négatif pour vous. L'idée, c'est de se dire, moi, je suis en école de management, je dois être capable de voir plus loin, de comprendre mon environnement, de comprendre ce qui est en train de se passer pour trouver ma place. Et il y aura de l'emploi, c'est pas le sujet. Mais il y aura de l'emploi pour ceux qui seront capables d'aller aussi au-delà que de se reposer sur une IA ou une machine. Et ça, c'est vraiment important. Et vous êtes tout à fait capable de le faire. C'est juste un petit effort. D'accord ? Voilà, désolé, c'était bon. Juste effectivement quelques mots. Est-ce que comme tu l'as dit, Marie-Christine, je pense qu'on en est effectivement aux prémices de cette révolution qu'on espère être une véritable révolution et qu'il faudra vivre, j'imagine, comme une opportunité. Je pense qu'effectivement, en termes macro, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est une opportunité pour nous de regagner en compétitivité ce que nous avons perdu depuis des dizaines d'années, même s'il faudra être vigilant, parce que les données, pour l'instant, seront plutôt la propriété d'acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs européens ou des acteurs français. Mais la bonne nouvelle, c'est que effectivement, ça va disrupter, comme on dit un peu vulgairement aujourd'hui, les métiers qui ne sont pas les plus forcément valorisés, à une condition, comme le disait Marie-Christine, c'est que on puisse toujours revenir à notre différence. C'est sûr, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. Elle n'est pas dotée de conscience. D'ailleurs, CIA, ça ne veut pas dire intelligence. Ça n'est pas... Voilà. Vous serez le garant de la conscience, de la fin, finalement, de cette intelligence qui ne sera qu'un moyen. Pour vous, j'espère, de vous différencier et pour nos économies, de capitaliser et de gagner en compétitivité. Et l'autre bonne nouvelle que j'y vois, moi qui suis un farouche partisan, je vous l'ai dit tout à l'heure, du fer, de la réalisation dans le fer, c'est que s'il y a bien des jobs qui ne seront pas disruptés par l'intelligence artificielle, c'est ceux qui ne composent pas seulement qu'avec l'intelligence, mais qui font avec leurs mains, l'intelligence du geste. Pour ceux-là, je pense qu'en termes de réhabilitation, pensez-y dans vos orientations, dans ces entreprises qui seront dans le fer, je pense qu'il y aura des opportunités nouvelles en matière de développement. Mais c'est sûr que les métiers, comme disait Marie-Christine, dit intermédiaires, je prends un métier qui n'a pas été cité, l'expert comptable. Eh bien, s'il n'est pas expert, il est mort. Parce que le comptable, lui, il n'existera plus. On va agréger en 2 secondes les comptes de résultats et les bilans. Voilà, c'est terminé. Mais pareil pour le développeur. Je me souviens, une dizaine d'années, ici, on cherchait des codeurs. Moi, je me suis amusé à coder en 2 secondes. C'est juste un truc incroyable. Donc, ce qui n'est pas forcément valorisable aujourd'hui, le confier, le déléguer à la machine, tout en conservant un minimum, nous, d'intelligence et de conscience, je pense que c'est un beau défi qui est le nôtre.